Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Dernière ligne droite pour la réforme ferroviaire au Sénat. La fin de l'examen du projet de loi est prévue ce soir avant un vote solennel mardi. Ce matin, il a beaucoup été question d'aménagement du territoire. Analyse et débat dans un instant. Les propos de Gérard Collomb parlant de benchmark des migrants devant les sénateurs n'en finissent pas de susciter la polémique, allant même jusqu'à diviser la majorité présidentielle. Toutes les réactions dans cette édition. 6 parlementaires français se sont rendus au Yémen au mois de mai, une visite sous haute protection. Dans ce pays en proie à une guerre civile qui aurait fait plus de 10 000 morts. Xavier Iacovelli faisait partie de cette délégation. Le sénateur socialiste est notre invité. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360 pour m'accompagner. Cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite justement retrouver Tam Tranui qui suit pour nous les débats sur la réforme ferroviaire. La discussion a repris il y a 10 minutes, Tam, et ce matin, on a beaucoup parlé d'aménagement du territoire, mais aussi d'ouverture à la concurrence. Et oui, l'ouverture à la concurrence à laquelle, notamment le groupe CRCE, le groupe communiste, est très fermement opposé. D'ailleurs, ce groupe, c'est le plus grand opposant à cette réforme dans l'hémicycle. On l'entend beaucoup s'exprimer depuis mardi. Et pour eux, l'ouverture à la concurrence, elle est synonyme de fin du fret, de risques accrus pour les voyageurs et de trains retardés, mais aussi de trains de moins en moins nombreux dans les régions qui vont être jugées peu rentables par les opérateurs. Écoutez à ce propos le sénateur de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay. Confier un monopole naturel à une entreprise privée. Sa mission ne sera plus service public, ça sera la rentabilité. Donc qu'est-ce qui va se faire? Sur une ligne de TER qui aujourd'hui fait 10 voyages, 10 allers-retours, remplis à 60 ou 70%, elle va dire c'est simple. Pour que ça soit rentable, on arrête qu'il y ait 10 allers-retours. On n'en fera plus que 5. Et là où vous avez un TER qui partait à 6h, à 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, pour que les salariés puissent aller à leur entreprise ou les jeunes à leur université, ils diront non, il n'y en aura que de départ, parce qu'on fera le plein. Ça sera 7h30, 8h30, et puis le reste, vous débrouillerez. Vous l'aurez compris, le groupe communiste est très fermement opposé à l'ouverture à la concurrence. Je les cite encore, pour eux, c'est une démarche mortifère pour le service public et le droit des usagers. Du côté de la droite sénatoriale et de la République en marche, on juge que le groupe CRCE joue à se faire peur. Écoutez à ce propos Frédéric Marchand qui lui défend l'ouverture à la concurrence. Pour lui, elle sera synonyme de meilleur service aux usagers. Arrêtons de distiller cette idée, cette pensée unique qui consiste à dire que, avec l'ouverture à la concurrence, ce sont les usagers qui vont pâtir. Non, désolé, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, et notamment en Allemagne, ne vous en déplaise, on voit bien qu'en Allemagne, l'ouverture à la concurrence a permis à la Deutsche Bahn de se revisiter sur des lignes régionales, mais a aussi permis de réouvrir et de conforter certaines lignes régionales en augmentant la fréquentation. Il n'y a aucune fatalité, rien n'est écrit pour dire que demain, les entreprises vont être là, comme vous le dites, pour se sucrer et pour faire du profit. 2 points de vue irréconciliables donc de part et d'autre de l'hémicycle. Je vous rappelle que l'ouverture à la concurrence se fait sur l'injonction de la Commission européenne qui voit dans les monopoles nationaux un frein à la croissance économique, un obstacle à la baisse des prix et l'une des raisons à la mauvaise santé du transport ferroviaire. L'ouverture à la concurrence pour les TGV est prévue à partir de janvier 2019, date à laquelle un opérateur concurrent pourra commander des sillons pour une mise en circulation effective des trains 2 ans plus tard. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions et on vous retrouvera tout au long de Sénat 360. Alors, vous le disiez, la discussion se poursuit sur cette réforme ferroviaire. Retour à présent sur les principaux points d'achoppement qui ont été votés avec Fabien Recker. Les députés n'avaient pas fixé d'échéance, c'est désormais chose faite au Sénat. La fin du recrutement au statut pour les cheminots à partir de 2020 a été adoptée hier en séance. Une mesure attendue par les Français pour le rapporteur du texte Gérard Cornu. Sa comparaison entre cheminots et parlementaires a fait bondir les communistes. C'est la réalité de la perception des Français. Ils pensent que les parlementaires sont des privilégiés. Ils pensent que les cheminots sont des privilégiés. J'ai mal. Je crois qu'on ne peut pas prendre cet argument-là. C'est quoi les privilèges réels?
des cheminots et des cheminotes dans ce pays. Il n'y en a pas. Les sénateurs ont également acté la transformation de la SNCF d'établissement public en société anonyme à capitaux publics. Pour le groupe communiste, le gouvernement avance masqué, ce changement de statut ouvrant la voie à la privatisation. Il y a déjà eu des expériences dans notre pays. On investit pour privatiser ensuite. Regardons ce qui s'est passé avec les autoroutes. Regardons ce qui s'est passé à ADP. Pour rassurer les cheminots, les sénateurs ont inscrit dans le texte l'incessibilité des capitaux publics de la SNCF et de ses filiales. La ministre des Transports a voulu éteindre une fois pour toutes la petite musique de la privatisation. Je pense qu'il est bien, pour la qualité des débats et pour la bonne compréhension des cheminots, qu'il soit dit une fois pour toutes que la SNCF est publique, restera publique, c'est inscrit dans la loi. Suite de la discussion aujourd'hui sur la question des petites lignes, particulièrement sensible au Sénat, ainsi que sur les modalités de l'ouverture à la concurrence. Et on va ouvrir le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Vaspart. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Côtes-d'Armor. Également avec nous Hervé Maurey. Bonjour, président de la Commission de l'aménagement du territoire. Vous êtes par ailleurs sénateur centriste de l'Eure. Et puis Jean-Michel Houllegatte est également avec nous. Bonjour, sénateur socialiste de la Manche. On va revenir, messieurs, si vous le voulez bien, sur les principales dispositions adoptées sur cette réforme ferroviaire par le Sénat. Michel Vaspart, jusqu'ici, les débats, on l'a vu, ont été marqués par les prises de position des communistes, mais dans l'ensemble, la majorité sénatoriale a soutenu la majorité présidentielle sur ce texte. Oui, on a soutenu la majorité présidentielle tout simplement parce qu'il y a eu un travail en commission qui a été un travail excessivement important. Entre le texte qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale et celui qui sort du Sénat, il y a quand même énormément d'apports, notamment en matière également de protection sociale, sur un certain nombre de sujets. Et nous trouvons que le texte est adapté. D'autre part, il y a eu également une réduction des ordonnances que souhaitait le gouvernement. Il y a eu véritablement des débats. D'ailleurs, on le voit, hier, l'article 1 nous a occupé quasiment toute la journée, jusque très tard dans la nuit. Donc on ne peut pas dire que le débat n'a pas eu lieu sur les sujets essentiels de cette réforme ferroviaire. Hervé Maurey, c'est le travail de co-construction qui s'est fait avec le gouvernement, qui a porté ses fruits dans le cadre de ce débat parlementaire. Écoutez, comme l'a dit Michel Vaspart, on a un texte qui va sortir du Sénat très nettement amélioré par rapport au texte que l'on a reçu de l'Assemblée nationale. On a reçu de l'Assemblée nationale un texte sur lequel il n'y avait rien en matière sociale. On a écrit le volet social avec des dispositions pragmatiques, responsables et de nature à rassurer les syndicats. On a renforcé l'aspect aménagement du territoire, qui est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on ne veut pas que l'ouverture à la concurrence conduise à de moindres dessertes de nos territoires. Donc je crois que le Sénat a pleinement rempli sa mission et montre une fois de plus son utilité à un moment où on parle de réformer les institutions. On a besoin du Sénat et on a besoin du camérisme en France. Ouais. Jean-Michel Houllegatte, peut-être un avis un peu différent de celui de vos collègues sénateurs ? Pas sur le dernier point. Je crois qu'on peut aujourd'hui être fier d'être sénateur parce qu'on voit très bien que le gouvernement s'y était mal pris, avait fait les choses à l'envers. Nous, on aurait souhaité au contraire qu'il y ait une loi sur les mobilités, puisqu'on l'a vu dans les débats. On a beaucoup parlé du fret, on a beaucoup parlé éventuellement... Une grande loi sur les mobilités est en préparation. Oui, mais il aurait été préférable d'avoir une grande loi sur les mobilités qui définisse un cadre, et puis après, derrière tout ça, faire le travail parlementaire, et on voit très bien que les ordonnances ont été, je dirais, la mauvaise solution. Et aussi, il faut rendre compte d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas eu la mobilisation des salariés, peut-être qu'on n'en serait pas là non plus. Donc il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui, sur le terrain, se sont mobilisés pour faire bouger les choses. Justement, en ce qui concerne cette mobilisation des salariés, elle doit cesser maintenant. Il n'y a plus de motif de faire la grève, selon vous, Michel Vaspart ? La grève est un droit constitutionnel, bien entendu, et personne ne veut la remettre en cause. Néanmoins, je crois que nous pouvons espérer qu'au lendemain de l'approbation de ce texte, c'est-à-dire peut-être ce soir ou demain matin, il puisse y avoir un apaisement, parce que moi je pense effectivement à l'instant à tous nos concitoyens quand même, parce qu'on parle beaucoup effectivement de cette réforme ferroviaire, mais ça touche maintenant depuis un certain nombre de semaines nos concitoyens, ça les met dans des difficultés excessivement importantes. Donc à partir du moment où on a apporté un certain nombre d'améliorations et de solutions, ça devrait être de nature à faire cesser la grève, si en tout cas
les syndicats le souhaitent, mais je crois que nous le souhaitons fortement. Nous souhaitons fortement que ce texte soit également une facilité de sortie. Oui, pourtant la grève est maintenue normalement jusqu'au 28 juin. Hervé Maurey, est-ce que vous lancez un appel solennel justement aux syndicats à cesser le mouvement ? Oui, naturellement, Michel Vaspart l'a dit, dès lors qu'on va avoir un volet social qui sera, je crois, tout à fait respectueux des salariés de la SNCF. Dès lors, il faut le rappeler aussi, que le gouvernement fait un effort en annonçant la reprise de la dette, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel pour l'avenir de la SNCF. Et dès lors que la loi va être prochainement votée, je crois qu'il va falloir, selon la formule célèbre, savoir arrêter une grève. Moi, je suis très choqué d'entendre des syndicats qui disent « mais même si la loi est votée, on continuera la grève ». Je pense que ça n'est pas acceptable de dire des choses comme ça, que ça n'est pas démocratique. Le droit de grève est certes un droit constitutionnel, mais la liberté d'aller et venir, la liberté de devoir aller à son travail et de pouvoir travailler, de pouvoir aller passer des examens pour les étudiants, c'est aussi quelque chose qui me paraît tout à fait indispensable. Alors, on voit bien d'ailleurs que l'opinion publique ne soutient plus cette grève. Oui, c'est le principe de cette émission. On va retourner en salle des conférences pour une réaction à ce débat parlementaire en cours. À vos côtés, Saveria Rojek, le sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, Olivier Jacquin. Absolument. Bonjour Olivier Jacquin. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants alors que je sais que vous défendez justement des amendements sur cette réforme ferroviaire. Comment justement avez-vous jugé les débats jusqu'à présent depuis mardi ? Ils sont d'autant plus intéressants qu'on sent qu'il y a un vrai espace pour le Sénat. Et donc, on a un certain nombre de marqueurs pour mon groupe qui sont posés et on a vu un certain nombre d'évolutions, je vais vous dire insuffisantes, sur une question majeure comme l'organisation et la gouvernance de SNCF, ces transformations à SA. On n'a rien obtenu. Le gouvernement a été absolument inflexible. Et en matière sociale, on proposait un amendement de bon sens qui disait, par respect pour les cheminots qui sont en cours de négociation, qui ont un statut qu'ils connaissent, on met fin au recrutement au statut lorsque on a négocié la nouvelle convention collective ferroviaire nationale. Il me semblait que c'était quelque chose de bon sens. Nous n'avons rien obtenu, malgré de nombreux amendements de repli qui proposaient des délais progressifs. Je vais le dire comme ça, que dalle. Donc là, il y a une vraie déception. Maintenant, vous m'extrayez de l'hémicycle. Il y a d'autres bagarres très importantes après-midi sur les conditions de transfert des agents qui seraient soumis à un changement d'opérateur. Et je crois que là, il y a des choses importantes à jouer. Et mon groupe a fait des propositions qui nous semblent progressiste. La ministre Elisabeth Borne a rendu hommage au travail qui a été fait en commission. C'est un texte amélioré qui va sortir du Sénat. Elle peut remercier M. Maurey et M. Cornu, qui sont à la fois compétents, mais étonnamment conciliants avec le gouvernement. Quand on se rappelle comment est sorti le texte de l'Assemblée nationale, on s'attendait que la majorité, les Républicains, le durcissent d'un point de vue libéral. Il se passe quelque chose d'inverse. Pourquoi ? Alors, il y a des choses secrètes qu'on ne sait pas, mais il y a une chose avérée, c'est la pression des syndicats progressistes. Et là, je découvre ce genre de situation en négociation. Je pense que UNSA et CFDT, bien sûr, et je salue l'intelligence du rapporteur. Je lui ai par provocation dit, est-ce que Gérard, tu voudrais pas ta carte au Parti Socialiste, vous voyez. Et non, il y a encore du boulot là, mais je crois que je vais vous laisser. Très bien, je vais vous laisser justement retourner en séance. En tout cas, merci beaucoup. Merci. J'espère que je n'ai pas perdu mon amendement. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On va continuer le débat en plateau. Jean-Michel Houllegatte, on a entendu un petit peu là aussi les inquiétudes à l'instant même justement d'Olivier Jacquin, le chef de file des socialistes, sur ce texte, notamment sur tout ce qui concerne le volet social et le transfert des agents. Alors là, est-ce qu'il y a des compromis qui ont été obtenus en commission, notamment sur la possibilité de revenir à la SNCF et sur la garantie d'un salaire net aussi? Tout à fait, mais je crois que ce n'est pas encore suffisant. Si on veut véritablement que le mouvement s'arrête, il faut qu'on soit en capacité d'apporter des garanties aux salariés qui sont inquiets. Et ils ont parfois raison d'être inquiets, même s'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées sur le droit d'option, il y a eu des avancées sur la capacité à pouvoir revenir, mais le statut, pour moi, fait partie du patrimoine génétique, d'une certaine façon, des salariés qui l'ont à l'heure actuelle. Je ne vois pas pourquoi ils devraient le perdre en cas de transfert ou du moins en cas de retour. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont progresser, je l'espère, cet après-midi et qui permettront justement au groupe de se déterminer et qui sont, moi, à mon avis, des choses extrêmement fondamentales pour pouvoir justement être en capacité de rassurer les salariés qui sont inquiets. Cette question du transfert des agents en cas effectivement de l'ouverture à la concurrence, les garanties sont nécessaires ou vous comprenez les inquiétudes de Jean-Michel? Je voudrais quand même rappeler d'abord que le statut n'est remis en cause qu'à partir de 2020, c'est-à-dire qu'à partir
des futurs entrants. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont le statut, il n'y a rien qui change. C'est quand même utile de le rappeler. Deuxièmement, ce qui concerne les transferts, le personnel qui sera transféré gardera son niveau de rémunération, gardera dans la nouvelle entreprise un certain nombre d'avantages sociaux qu'on appelle le sac à dos social. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'essentiel des avantages dont il bénéficie aujourd'hui. On a proposé et on l'a inscrit dans le texte de la Commission, après avoir reçu les syndicats au grand jour, et il n'y a rien de caché, contrairement à ce qui était sous-entendu dans votre reportage, une possibilité de retour vers l'entreprise d'un salarié qui aurait été transféré dans une autre entreprise, si dans un délai qui pour l'instant est fixé entre 3 et 6 ans, il souhaite revenir à la SNCF, il le pourra et il pourra retrouver son statut. Et je rappelle également que le transfert se fera avant tout sur la base du volontariat, dans un périmètre assez large, puisque c'est à l'échelle d'une région entière. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup de salariés dans ce pays qui aimeraient bénéficier de ce qu'on est en train d'écrire dans la loi. Donc je veux bien qu'on fasse de la démagogie, je veux bien quand on est dans l'opposition qu'on dise un peu tout, son contraire et n'importe quoi. On entend ça notamment avec les communistes depuis 2 jours maintenant, mais regardons les choses en face et je crois que vraiment on arrive à quelque chose de très correct. Michel Vaspart, on imagine effectivement que vous pensez qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur ces questions de statut, notamment en cas de transfert des agents. Oui, mais juste un mot, parce que je pense que Hervé vient d'expliquer bien les choses sur les transferts, même si tout n'est pas actuellement encore voté. Hein. Mais juste une chose aussi sur une forme de désinformation qui est assez pénible, parce qu'en définitive, ce n'est pas exact. On a ajouté, nous aussi, au niveau de la Commission, l'incessibilité des parts que détient l'État dans les différentes filiales qui vont être créées. L'incessibilité. Donc quand on parle, ou quand nos collègues communistes parlent de privatisation, c'est du mensonge. Ce n'est pas une privatisation. Il y a une ouverture à la concurrence, et de notre point de vue, cette ouverture à la concurrence, elle est salutaire pour améliorer le service ferroviaire, que ce soit pour les lignes TER, pour les Transiliens bien entendu, ou que ce soit aussi l'open access pour les TGV. Donc je crois, attention à la désinformation. Oui, mais attention aussi à la démagogie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, parce que nous avons posé des questions, justement. Nous avions une loi qui est la loi de 2014, avec ces 3 EPIC, et on ne nous a pas pour l'instant prouvé que ça ne fonctionnait pas et que ça ne pouvait pas fonctionner dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. On a plusieurs fois interpellé Madame la Ministre, qui ne nous a pas répondu. Donc on a l'impression que le gouvernement veut avoir des marqueurs qui sont des marqueurs un peu dogmatiques, à la fois sur la transformation des EPIC en SA et sur l'abandon du statut, alors qu'en réalité, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas eu les réponses qui justifiaient une telle position. Alors Jean-Michel Houllegatte, on va retourner justement en séance, puisque Tam Tranuy suit de près les débats pour nous. Tam, on va faire un point notamment sur la question des péages. Ça a donné lieu à beaucoup de débats ce matin. Et oui, l'aménagement du territoire qui était au cœur des débats ce matin, alors que le Sénat a adopté, cela contre l'avis du gouvernement, un dispositif qui fait en sorte que les régions n'aient pas à pâtir d'éventuelles hausses du péage ferroviaire. Alors on va essayer d'expliquer ce sujet assez technique. Pour être tout à fait clair, SNCF Réseau, qui gère les infrastructures, fait payer des péages aux opérateurs, aux trains, pour qu'ils aient accès à ces infrastructures. Ces opérateurs, c'est SNCF Mobilité, et puis d'autres opérateurs qui auront accès à ces marchés une fois qu'il y aura eu l'ouverture à la concurrence. Alors certains trains font l'objet d'une convention, ils sont subventionnés par les régions, ce sont les TER, les intercités qui sont indispensables à la couverture du territoire, et le Sénat craint que les hausses des péages décidées par SNCF Réseau puissent devenir insoutenable pour les opérateurs d'un point de vue financier, que cela se répercute ensuite sur les finances des régions. Ronan Dantec l'a très bien résumé tout à l'heure, je le cite: il faut qu'on ait la garantie que demain l'État ne dira pas aux régions, puisque c'est vous qui voulez cette ligne-là, c'est vous qui allez payer. Tout cela poserait bien sûr de gros problèmes d'égalité territoriale. Je précise bien que pour amender le dispositif, 3 amendements identiques ont été adoptés des groupes UC, RDSE, socialistes, et cela avec la bénédiction du rapporteur Les Républicains Gérard Cornu, mais contre l'avis du gouvernement. C'est dire s'il y a une forme d'union sacrée au Sénat lorsqu'il s'agit de protéger les territoires face aux éventuelles conséquences négatives de la réforme ferroviaire.
Merci à vous, Tam. Avant d'en débattre avec mes invités, on retourne salle des conférences pour une autre réaction. À vos côtés, Saveria Rojek, la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen. Bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Merci d'être sorti quelques instants de l'hémicycle pour nous répondre justement. Comment avez-vous jugé la teneur des débats jusqu'à présent depuis mardi? Comment jugez-vous, j'allais dire aussi, l'attitude d'Elisabeth Borne, de la ministre? Hier dans l'hémicycle, elle a accusé le groupe communiste de faire circuler des contre-vérités à propos de la privatisation de l'entreprise. Bien écoutez, d'abord je juge que c'est un débat qui est quand même âpre parce qu'il y a vraiment deux positions qui s'opposent, c'est-à-dire celle du gouvernement et effectivement la nôtre où elle défend finalement l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire la voie vers la privatisation. Nous sommes pour un service public de qualité, donc amélioré avec des moyens. Et hier, elle n'assumait pas finalement sa politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'enfin, on entend quand même que oui, il y a l'ouverture à la concurrence, elle assume un peu plus, disons, sa politique. Comment pouvez-vous parler d'une voie vers la privatisation alors que l'incessibilité a justement été inscrite dans la version sénatoriale du texte? Parce que, si vous voulez, on sait très bien, et avec la rencontre qu'on a eue avec les différents syndicats des autres pays européens, ils nous ont montré, et vraiment exemple à l'appui, et ce qui me navre, c'est qu'ils n'ont pas rencontré que le groupe, ça c'est bien qu'ils aient rencontré d'autres groupes, mais ce qui me navre, c'est que les autres groupes politiques visiblement n'en aient pas tiré les mêmes conclusions. Ils ont montré que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, les choses s'étaient un peu déroulé de la même façon et qu'au bout du bout, on est arrivé vers une privatisation qui était larvée, mais qui en fait a dégradé la qualité de service. Donc on part d'un constat où effectivement les conditions de transport sont difficiles parce que l'État depuis 20-30 ans n'a pas investi, et on en arrive en disant la solution miracle, c'est la privatisation. Un des points importants à discuter cet après-midi dans l'hémicycle, ce sont les conditions de transfert des salariés. Quelles sont les modifications qui sont prévues pour ces conditions de transfert des salariés? Écoutez, en tout cas, là aussi on va se battre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seul dans l'hémicycle, c'est-à-dire qu'on est vraiment les porte-voix des cheminots et des passagers qui ont besoin d'amélioration. Et on défend le statut des cheminots parce que ce ne sont pas des privilégiés, ce sont des droits conquis, et ça permet, y compris, d'éviter qu'il y ait une mise en concurrence entre les salariés d'une même entreprise, qu'il y ait effectivement des conditions de travail qui permettent de répondre aux impératifs d'un service de transport. Très bien, merci beaucoup. Merci Laurence Cohen d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette nouvelle réaction. Hervé Maurey, vous souhaitiez réagir justement aux amendements adoptés ce matin en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le rôle des régions. Oui, d'abord je voudrais réagir à ce que vient de dire Mme Cohen, parce que c'est vraiment insupportable d'avoir des sénateurs communistes qui passent leur temps à répéter des contre-vérités. Il n'est pas question de privatiser. Il n'y a pas un sénateur, pas un seul, qui a demandé la privatisation de la SNCF. L'ouverture à la concurrence, ça n'est pas la privatisation. Donc arrêtons de raconter des mensonges. Pour revenir à votre question, je crois que l'aménagement du territoire, c'est dans l'ADN du Sénat et que tous les groupes politiques se retrouvent sur le sujet. Donc le dispositif qu'a proposé le gouvernement et que nous avons accepté en commission, c'est qu'il y ait un système de péage du réseau qui soit incitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SNCF ou demain un concurrent, pour exploiter une ligne, doit payer à SNCF Réseau un droit d'usage de la voie ferrée. Et pour éviter qu'il y ait des bouts de ligne qui ne soient pas desservis, l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait un péage qui soit incitatif. Concrètement, aujourd'hui, si on prend un TGV Paris-Chambéry, la portion Lyon-Chambéry n'est pas rentable. Donc pour éviter que demain elle ne soit plus desservie, le gouvernement a l'idée de dire ça coûtera moins cher pour la SNCF ou un concurrent de payer le rail pour un Paris-Chambéry que pour un Paris-Lyon. Ça, c'est le système que propose le gouvernement. On pense que c'est bien, mais que ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que nous avons inscrit dans le projet de loi, un dispositif qui était dans la proposition de loi que j'avais présenté avec Louis Nègre, qui est l'obligation pour l'État de conclure des contrats de service public si d'aventure ce dispositif n'était pas suffisant. C'est-à-dire que si malgré ce dispositif, on n'a pas des lignes qui desservent les bouts de ligne, c'est-à-dire Paris-Chambéry, pour rester sur mon exemple, l'État aura obligation de conclure un contrat de service public pour assurer cette continuité, cette desserte sans rupture. Le gouvernement n'était pas favorable. Est-ce que vous redoutez qu'en commission mixte paritaire, les députés ne retiennent pas cette option? La commission mixte paritaire, j'aurai l'honneur de la présider et on fera tout pour que ce qui a été voté au Sénat soit maintenu. Jean-Michel Houllegatte. Oui, un mot sur l'ouverture à la concurrence. Elle est ni plus ni moins que la résultante de l'acte unique de 1986. Alors c'est vrai, elle doit se faire de façon progressive,
de façon modérée, mais surtout de façon encadrée. Et l'ouverture à la concurrence, c'est, vous me permettez l'expression, c'est un peu mettre un tigre dans le moteur du ferroviaire. Donc ça veut dire qu'il faut que les barreaux de la cage soient solides. Et c'est bien notre travail de faire en sorte que cette ouverture à la concurrence, elle puisse être cadrée et solidement cadrée. Pour revenir à ce qui s'est passé ce matin, moi je crois qu'au-delà du triangle qui nous anime, c'est-à-dire la qualité de service aux usagers, l'équilibre des territoires et l'aménagement du territoire, et puis aussi les salariés, eh bien, il y a eu une unité, non pas uniquement sur les territoires, mais pour bien comprendre que la SNCF, c'est notre patrimoine commun à tous, c'est d'une certaine façon une référence un peu historique, et que nous ne voudrions pas revenir à la situation d'avant 1937, où vous auriez des compagnies régionales, etc., etc. D'où la nécessité de la péréquation, et c'est pour ça, je pense qu'on a eu une unité, une belle unité ce matin, qui montre aussi, là aussi, la force du Sénat, et qui sera un appui pour la commission mixte paritaire. Oui, est-ce qu'on pourra malgré tout empêcher la fermeture de certaines petites lignes jugées peu rentables? On se souvient du rapport Duron qui avait mis le feu aux poudres, Michel Vaspart. Ah oui, alors ça, on peut dire que le rapport Spinetta a mis le feu aux poudres dans les territoires. On a un réseau ferré qui est absolument très dense en France, et on a également un certain nombre de projets de rénovation de lignes, puisque ça a été dit par les uns et les autres, mais le réseau secondaire a été très très délaissé. Il y a une priorité de mise depuis des années sur les lignes LGV. Ça a été des choix politiques, et on n'a pas à revenir dessus puisqu'ils sont là et très bien. Oui. Et ça dessert aussi des villes moyennes. Mais même si Fabienne Keller a fait aussi voter un amendement pour justement garantir que les lignes LGV en cours seront bien, menées à terme. Eh bien oui. Eh bien oui, et j'ai eu l'occasion de le dire également en tribune lors du début de la discussion de cette loi. Tout simplement parce que nous tenons, évidemment, c'est l'ADN évidemment du Sénat, l'aménagement du territoire, donc nous tenons à ce que les villes moyennes continuent à être desservies par des TGV. Ceci dit, il y a eu un engagement de la ministre à plusieurs reprises, et encore cette fois-ci, sur le maintien des petites lignes, puisque effectivement il y avait eu un traumatisme au lendemain de la parution du rapport Spinetta. Ouais, mais ces petites lignes rentables, est-ce qu'il faut à tout prix les maintenir, Hervé Mouret? C'est effectivement une des questions que l'on se posait après ce rapport Spinetta. Écoutez, le gouvernement a pris des engagements sur le fait qu'il ne reviendrait pas sur la desserte apportée par ce qu'on appelle de manière impropre les petites lignes, mais c'est vrai que l'inquiétude, elle demeure au Sénat, et l'ensemble des interventions qu'on a pu entendre ce matin, vous parliez notamment de Ronan Dantec, mais il n'était évidemment pas le seul là-dessus, montre qu'il y a une inquiétude, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre le plus de garanties possible dans le texte. Maintenant, il faut aussi faire preuve de responsabilité. Quand on a des lignes où il y a tellement peu de voyageurs que ça coûterait moins cher d'offrir un taxi à chacun des voyageurs, il faut aussi faire preuve de pragmatisme et d'intelligence. Mais on est, encore une fois, très attaché à cette desserte de nos territoires. Tout à fait. Les territoires doivent être irrigués. Je veux dire, c'est une des grandes problématiques que l'on a actuellement en matière d'aménagement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos territoires ruraux sont en souffrance. Et d'ailleurs, le Sénat prend des initiatives, et il prend des initiatives conjointes. C'est une très bonne chose pour leur revitalisation. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a des phénomènes de métropolisation qui sont en train de s'opérer au détriment donc, des territoires les plus reculés d'une certaine façon, et que d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le ferroviaire ou par d'autres modes de transport, il faut que nos territoires continuent à être irrigués. Michel Vaspart, on évoquait aussi la question de la reprise de la dette, puisque vendredi dernier, c'est Édouard Philippe qui a fait des annonces en ce sens. Gérard Cornu, le rapporteur du texte, me disait que ce n'est pas aux cheminots de supporter cette dette, mais est-ce que c'est aux contribuables, puisqu'au final, c'est aussi une question qui se pose, qui va payer cette reprise de la dette partielle par l'État? Écoutez, la dette, elle n'est pas due effectivement essentiellement au problème de dysfonctionnement ou de fonctionnement de la SNCF. Elle est due aussi au choix politique que les gouvernements, toutes sensibilités confondues, ont pu faire en matière d'investissement, je le disais tout à l'heure, notamment sur essentiellement sur les LGV. Donc cette dette-là, elle dépend d'abord de l'aménagement du territoire, et elle revient d'abord à l'État. Donc que l'État récupère ces 35 milliards d'euros de dette, ce n'est que tout à fait juste, de façon à redonner toute sa force à la SNCF pour pouvoir se redévelopper dans le cadre de ses filiales une fois l'opération faite. Mais c'est de l'aménagement du territoire, et c'est de la responsabilité de l'État.
Donc ça rejaillira sur les contribuables. Hervé Maurey et Jean-Michel Houllegatte, peut-être. Oui. Alors, Bon, rapidement, parce que ça a été un des éléments du débat, la dette, elle peut aujourd'hui être reprise par l'État parce que les conditions des finances publiques le permettent. Et s'il n'y avait pas eu les mesures qui ont été prises par le gouvernement précédent, celui notamment de l'action de François Hollande, eh bien nous ne serions pas en capacité d'avoir une maîtrise des dépenses publiques qui permettent, entre guillemets, d'avoir le critère des fameux 3%. 3% du PIB, c'est 66 milliards, donc on est largement dans la capacité d'absorber sur plusieurs années, bien évidemment, la dette. Hervé Maurey, écoutez, je crois qu'il vaut mieux pas parler du bilan de François Hollande, notamment sur ce sujet, parce que je rappellerai quand même que c'est le gouvernement précédent qui a enterré la réforme sociale de la SNCF qui était indispensable et qui a dit en compensation, on va reprendre la dette, laisse-moi finir, en compensation, on va reprendre la dette pour 3 mois plus tard, enterrer le sujet et laisser cette dette. Et c'est quand même ce gouvernement que je ne soutiens pas, parce que je ne suis pas dans la majorité, qui a le courage de reprendre la dette. Alors s'il y a bien un sujet sur lequel les socialistes devraient faire profil bas, c'est celui-là, parce que l'attitude du gouvernement Hollande sur la SNCF a été absolument honteux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est très bien de reprendre la dette, mais il faut faire en sorte de ne pas continuer à générer 3 milliards de dettes par an. Alors on sait que ces 3 milliards de dettes par an, il y en a moitié qui sont dues à la dette, mais il reste quand même 1,5 milliard. Mais la transformation en société anonyme, de toute façon, va empêcher justement... Oui, alors justement, c'est aussi une réponse que j'aimerais apporter à M. Houllegatte, qui fait semblant de ne pas comprendre pourquoi on transforme les EPIC en SA. C'est que quand vous avez une SA, vous ne pouvez pas avoir un tel volume de dettes. Vous avez des obligations comptables, des obligations de transparence, des obligations en termes de gestion et de gestion rigoureuse qui n'existent pas dans l'EPIC. Voilà pourquoi le gouvernement, et je le soutiens là-dessus, a décidé de transformer la SNCF en société anonyme par rapport à un EPIC. C'est pas par dogmatisme, c'est par souci de l'efficacité de la gouvernance. Jean-Michel Houllegatte. Oui, je veux dire, il y a des EPIC qui fonctionnent très très bien. C'est pas automatiquement parce que vous êtes en EPIC que vous êtes automatiquement en dette. Je crois qu'il faut aussi savoir garder raison dans cette argumentation. En ce qui concerne le gouvernement Hollande, on peut quand même lui porter à son crédit d'avoir mis d'une certaine façon en avant la fameuse convention collective qui est en cours de négociation sur les transports ferroviaires au sens large du terme. On a commencé ce débat, Michel Vaspart, en s'interrogeant aussi sur le rôle et l'attitude des syndicats après le vote du Sénat. On a vu l'UNSA et la CFDT proposer des amendements, faire bouger le texte sans pour autant renoncer à faire grève. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un déblocage de la situation peut-être après le vote solennel mardi? Écoutez, je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons que l'espérer, parce qu'encore une fois, je me répète un peu, mais c'est par rapport à l'ensemble de nos concitoyens qui sont touchés par cette grève, je crois qu'il va être temps, évidemment, qu'elle cesse. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure déjà. En tout cas, ce que je voudrais dire, moi, j'ai été vraiment très fier d'être sénateur autour de ce texte, parce que on était quand même assez décriés, les parlementaires en général et le Sénat en particulier. Je dois dire que là, le travail du Sénat a été remarquable, grâce notamment au président et au rapporteur de notre commission, qui ont fait un travail absolument considérable. Je trouve que le Sénat, on va attendre la fin de la discussion, mais vraiment peut être montré en exemple sur sa capacité à faire évoluer une impasse dans laquelle le gouvernement était. Et je pense que le gouvernement devrait aussi se souvenir que le Sénat peut servir à quelque chose dans les mois qui vont venir. À bon entendeur, salut. Hervé Maurey, sur l'attitude de l'UNSA et de la CFDT, vous continuez le dialogue avec ces syndicats réformistes. Vous allez les rencontrer avant le vote solennel, peut-être? Écoutez, on les a rencontrés avec le rapporteur, on a maintenu les contacts, on a échangé. Je crois, pour les avoir rencontrés, qu'un certain nombre de dispositions que l'on propose, et notamment cette possibilité de retour vers la SNCF d'un personnel qui aurait été transféré et qui souhaiterait revenir à la SNCF et retrouver son statut, c'est des éléments qui, pour ces syndicats qui sont, j'allais dire, les plus réalistes, sont des éléments qui vont dans le bon sens. Et je pense, encore une fois, que cela, plus la reprise de la dette, c'est de nature à apaiser les choses, à faire en sorte que cette grève cesse enfin. Alors évidemment, quand on est dans la négation de la réalité, quand on parle de privatisation, quand on dit peu importe la loi, je continuerai, bon, effectivement, vous ne pouvez pas espérer grand-chose de ce type de syndicat. Mais la CFDT et l'UNSA sont dans une approche beaucoup plus réaliste et je pense que les choses devraient se résoudre dans les prochaines semaines et j'espère même les prochains jours. Eh bien, merci à vous Hervé Maurey, merci Michel Vaspart, merci Jean-Michel Houllegatte. Je vous laisse regagner la séance, l'hémicycle, puisque le débat continue. Merci. Nous vous en parlions dès hier, les propos de Gérard Collomb dévoilés en exclusivité sur notre antenne, sur, je cite, le benchmark auquel se livre
intégrerait les migrants en comparant la législation des pays d'accueil continue de susciter la polémique alors que le projet de loi Asile et Immigration sera examiné en commission au Sénat le 6 juin. Jordan Klein. C'est une petite phrase lâchée hier au Sénat par le ministre de l'Intérieur qui depuis fait polémique. Puis-je vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking. Une phrase forte donc, soutenue sans détour par le gouvernement. Il ne faut pas prendre les migrants pour des imbéciles. Il ne faut pas prendre non plus ceux qui organisent ces filières pour des imbéciles. Et ce débat qui, depuis hier, se déroule en disant « Mon Dieu, c'est une insulte que d'utiliser ce mot benchmark », c'est-à-dire comparer la possibilité où vous avez le plus de chances d'avoir des papiers, c'est une évidence. Mais dans les rangs des députés de la majorité, certains ne cautionnent pas de tels propos. S'il y a un benchmark qui est fait aujourd'hui par les migrants, il est assez simple. C'est mourir chez eux ou survivre ailleurs. Au Sénat, les élus de droite critiquent une mauvaise tournure de phrase. Ils saluent en revanche une certaine forme de vérité. L'expression est malheureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne pense pas que les migrants fassent du benchmarking. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les passeurs, eux, ceux qui organisent parfois malheureusement ces déplacements, eux savent. Et à partir de là, ils organisent les réseaux. À gauche, la tendance est bien différente, sur le fond comme sur la forme. Les sénateurs socialistes dénoncent les propos de Gérard Collomb, quelques semaines après une sortie quasi similaire de la ministre des Affaires européennes. Parler de shopping et maintenant de benchmarking, c'est vraiment de la vulgarité qui va dans le sens de ce qu'a essayé d'imprimer comme débat public le Front National. Une déclaration à laquelle Esther Benbassa, sénatrice communiste, s'est empressée de réagir. Elle dénonce un vocabulaire qui occulte la réalité de la souffrance. À l'Assemblée, Clémentine Autain, députée insoumise, utilise, elle, l'ironie pour affirmer son désaccord. Et autre réforme hautement sensible pour le gouvernement à venir, c'est celle des retraites. Mais avant cela, direction la salle des conférences pour une réaction à ces propos polémiques. À vos côtés, Saveria Rojek, c'est le sénateur RDSE de la Loire-Atlantique, Ronan Dantec. Absolument. Bonjour Ronan Dantec, merci de répondre à nos questions. On vient d'entendre de nouveau ces propos polémiques du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur le benchmarking que feraient les migrants. Christophe Castaner ce matin a parlé d'une évidence. Votre réaction, c'est choquant, c'est inadmissible ? Oui, c'est choquant, même si c'est depuis très longtemps la politique de la France. C'est toujours l'idée de dire que si on montre qu'on est peu accueillant, les gens ne viendront pas, en oubliant que ces gens-là essayent de sauver leur vie et qu'ils ne viennent pas par plaisir. Donc c'est un propos effectivement qui me choque, mais surtout, quand on a eu les résultats des élections en Italie, le président de la République a dit c'est lié à l'immigration. Les propos de Gérard Collomb et de d'autres responsables du gouvernement, c'est finalement un signal donné aux Italiens en disant nous ne prendrons pas notre part de cette immigration qui est aujourd'hui un phénomène européen, un phénomène méditerranéen. Donc finalement, il conforte 5 étoiles, la Ligue du Nord, et il joue contre l'euro. Je ne sais pas si Gérard Collomb, quand il a ces propos-là, il se dit « je suis en train d'affaiblir l'euro ». Je crois qu'il serait temps d'avoir une vision globale et de comprendre que si la France n'assume pas sa part de responsabilité, que si elle bloque les immigrants à la frontière, alors c'est la zone euro qui est en danger parce que les Italiens considèrent que nous ne sommes pas solidaires aujourd'hui. Justement, la ministre Nathalie Loiseau avait également parlé de shopping de l'asile. Pourquoi Gérard Collomb, pourquoi Nathalie Loiseau utilise ce type de vocabulaire? Qu'est-ce que ça dit de la lecture de la question migratoire au sein du gouvernement? Je crois qu'est-ce que ça dit de la lecture de la société française. Je crois aujourd'hui que beaucoup de responsables politiques considèrent que ça se joue à la droite, voire à l'extrême droite, et qu'il faut être sur ce terrain-là. Moi, je n'y crois pas un instant. Je pense qu'au contraire, ça ne fait qu'alimenter les populismes et que ça nous met de plus en plus au risque d'avoir demain, sur les prochaines élections, une vague populiste aussi en France. Alors que c'est une question assez secondaire. On parle de dizaines de milliers de personnes à accueillir. On peut les accueillir sans grande difficulté. Or, on continue finalement de nourrir le caractère anxiogène de la société. On ne l'apaise pas et on joue finalement contre l'objectif ce qu'on veut combattre. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ces mots dans la bouche d'un ancien élu socialiste, quelqu'un qui a été socialiste pendant des dizaines d'années, est-ce que c'est d'autant plus choquant ?
Ça, je sais pas moi qui vais parler pour les élus socialistes, à eux de voir ce qui est arrivé pour que ce soit possible aujourd'hui. Non, je reviens sur ce que je disais. Je crois que c'est une analyse de la société française où il faut finalement donner des gages sur sa droite, voire sur son extrême droite. Or, moi, je pense que c'est une erreur. Plus on va dans ce sens-là, plus on nourrit les populistes, plus on prend le risque qu'ils arrivent au pouvoir. Alors, les réactions au sein de la majorité présidentielle sont divisées, hein, on l'a vu dans le sujet. Gabriel Attal, porte-parole de La République En Marche, député des Hauts-de-Seine, a pris ses distances ce matin avec l'expression utilisée justement par Gérard Collomb. Ça coince au sein de la majorité ? Là, c'est pas moi. Je ne vais pas parler pour les socialistes, je ne vais pas parler pour En Marche non plus. On sent quand même, et on l'a vu sur le débat immigration, avec des paroles fortes d'un certain nombre de députés, que là, on touche à un socle de valeurs humanistes qui est un fondement quand même de l'engagement politique pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier. Que donc là, ça heurte cet engagement humaniste. Donc moi je suis heureux qu'un certain nombre de députés, de responsables politiques En Marche mettent finalement une ligne. Simplement, d'autres membres du gouvernement la franchissent allègrement. Mais je le redis, moi je pense que le président de la République a dit des choses fortes sur l'Italie en disant la question migratoire a nourri les populismes. La France n'est pas solidaire de l'Italie, ça nourrit les populismes. À la fois, on a un discours de solidarité internationale avec l'augmentation de l'aide au développement, donc je regarde aussi les points positifs, mais on tient ce discours excluant sur notre territoire. C'est incohérent. Le président de la République dit constamment que l'Europe doit être l'espace démocratique, l'espace humaniste. Je pense que les propos de son ministre de l'Intérieur sont contradictoires avec ce qu'il dit aujourd'hui de l'Europe. Donc il faut un gouvernement plus cohérent. Gérard Collomb n'est pas cohérent avec ce que dit le président de la République. Très bien, très bien. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci Ronan Dantec d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saverien, pour cette nouvelle réaction en direct. Et autre réforme hautement sensible pour le gouvernement, celle des retraites. Elle sera dévoilée en fin d'année ou début 2019. Jean-Paul Delevoye, en charge du dossier, défend un système par points. En attendant, l'exécutif lance une consultation citoyenne. Sandra Cerquera. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mettre fin au régime actuel de retraite, jugé trop complexe, peu lisible et source d'inégalités. C'est Jean-Paul Delevoye qui est à la manœuvre de cette réforme, dont la mesure principale est le système par points pour tous, ce qui reviendra à supprimer les 42 régimes spéciaux actuels. L'idée est d'avoir un compte individuel de droit à la retraite, acquis via un système de points accumulés tout au long de sa vie, un peu sur le modèle des caisses de retraite complémentaires. Des mêmes règles identiques pour tous, une remise à plat indispensable pour le sénateur Jean-Marc Gabouty. Les problèmes des différents régimes, les problèmes de certains régimes où les gens ont très peu cotisé, je pense en milieu agricole et artisanal en particulier, des régimes qui sont eux plus favorisés, on peut dire des régimes spéciaux qui ont été très largement dopés par la participation des employeurs. Donc il y a avant tout en termes de retraite une inéquité. À gauche, la sénatrice Sophie Taillé-Polian estime que cette réforme n'est pas la plus juste, car le système à points handicapera les salariés aux carrières courtes ou discontinues. Dans le système suédois qui ressemble à ce qu'on nous propose aujourd'hui, les pensions sont très très faibles pour les personnes qui ont donc des carrières professionnelles pas forcément très linéaires ou très dynamiques. Ce ne sera pas une réforme de justice sociale si on ne prend pas en compte ces difficultés-là. Or, la philosophie qui a été mise en place par le gouvernement jusqu'à présent, notamment sur les ordonnances travail, c'est de favoriser les changements d'entreprise et donc aussi les trous dans la carrière. Une réforme périlleuse, mais cette fois le gouvernement tient à se donner du temps. En plus de la consultation citoyenne, commence la concertation avec les partenaires sociaux, et ce jusqu'en décembre, pour un projet de loi présenté mi-2019. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, après le fiasco Vélib, la dette abyssale d'Autolib pourrait être le nouveau dossier empoisonné d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. L'industriel Vincent Bolloré réclame 40 millions d'euros par an jusqu'en 2023 à Paris, aux communes concernées par ce service Autolib, afin d'en éponger le déficit. Explication Jérôme Rabier. Après les ratés du nouveau Vélib, le service Autolib pourrait bien être un nouveau caillou dans la chaussure d'Anne Hidalgo. En cause un déficit très important du service d'autopartage lancé en 2011. Pour le groupe Bolloré qui exploite le service, il s'élèverait à 293,6 millions d'euros d'ici 2023, date de fin de la délégation de services publics. Et pas question pour l'industriel breton de payer seul la facture. Il réclame donc à Paris et aux 97 communes franciliennes disposant de stations la somme de 40 millions d'euros par an,
soit 240 millions d'euros d'ici 2023. Mais pas question pour la mairie de Paris de payer cette somme. Les services d'Anne Hidalgo auraient proposé, selon le journal Le Monde, un paiement unique de 40 millions d'euros en guise de solde de tout compte. Proposition rejetée par Bolloré. Le conflit pourrait se terminer devant le tribunal administratif si aucun accord n'est trouvé, avec le risque que les 150 000 abonnés d'Autolib ne se retrouvent en panne sèche en cas d'arrêt du service. Et on va retrouver Séverien Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, pour une réaction à ces déficits d'Autolib. À vos côtés, le sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci de répondre à notre question. On vient de le voir dans le sujet, ce déficit abyssal d'Autolib. Vous avez fait le choix de ne pas mettre en place Autolib dans votre commune. Soulagé ? Soulagé, oui, parce qu'effectivement, tous mes collègues maires, enfin je ne suis plus maire, mais je l'ai été, tous mes collègues maires qui sont engagés dans cette affaire doivent aujourd'hui s'inquiéter. Voilà, à l'époque, moi j'avais considéré qu'une commune comme la mienne n'avait pas les moyens budgétaires de s'engager dans ce genre d'aventure. Alors c'est vrai que parfois on se fait plaisir, c'est dans l'air du temps, l'autopartage, c'est tout ça, c'est sympathique, mais la rentabilité économique, enfin la rentabilité, au moins l'équilibre économique, on se doutait bien qu'il ne serait pas présent. La faute à qui cette situation ? Est-ce que c'est Anne Hidalgo qui n'a pas été assez vigilante ? Ouais, il me semble que le contrat remonte à plus loin que cela, mais bon, c'est la majorité de l'époque qui a signé ce contrat avec peut-être pas suffisamment de précautions prises pour les élus locaux. Il faut bien voir de l'autre côté qu'une entreprise ne peut pas s'engager à la demande de collectivités locales à créer un service public si celui-ci est structurellement déficitaire. Et aujourd'hui, on en a la démonstration. Un autre sujet, aujourd'hui, la remise du rapport sur l'action de l'État en Seine-Saint-Denis par des députés. Une mission d'enquête parlementaire, il dresse un constat édifiant. Le rapport confirme une rupture d'égalité républicaine. La République est en échec dans les quartiers en Seine-Saint-Denis en particulier. Écoutez, c'est pas dans les quartiers en Seine-Saint-Denis, c'est un département tout entier. Absolument. D'ailleurs, ce département, le rapport nous démontre que l'État n'est même pas capable de dire combien il y a d'habitants en Seine-Saint-Denis. On nous dit 1 600 000, en fait ça pourrait être 1,8 million, 1,9 million ou 2 millions d'habitants. L'État n'est même pas capable de le savoir. Et puis surtout, ce qui est le plus grave, c'est qu'on devrait avoir dans ce département des moyens, notamment sur les compétences qui sont celles de l'État, éducation, police, justice, c'est ce qui a été regardé par nos collègues. On devrait avoir des moyens qui sont hors normes par rapport à la moyenne nationale. Que constate-t-on ? Oui, ces moyens sont hors normes, mais parce qu'ils sont en dessous de la moyenne nationale, alors même que nous avons des problèmes qui sont sans commune mesure avec ce que nous rencontrons ailleurs. Et donc je suis très heureux que ces collègues qui ne sont pas du département, pour les deux principaux auteurs, aient rendu ce rapport, parce que ça, moi, ça fait des années que je le dis ici, et j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Donc quand l'État met en cause les collectivités locales, et c'est malheureusement ce que le président Macron a fait le 24 mai, lors de la remise du rapport Borloo, je pense que l'État devrait d'abord balayer devant sa porte, parce qu'il n'y aura pas de politique efficace dans ce département si l'État n'est pas d'abord au rendez-vous sur ses compétences propres, éducation, police, justice. Justement, Philippe Dallier, vous avez été choqué par les mots employés par Emmanuel Macron lors de la remise du rapport de Jean-Louis Borloo. On a tous été choqués. Entendre qualifier Borloo de mal blanc et le disqualifier dans le travail qu'il a fait. Il l'a pas fait tout seul, ce travail. Il l'a fait avec des élus, il l'a fait avec des acteurs associatifs. Et il a été comme ça, balayé d'un revers de main, on l'a pas compris. Et puis, en plus, on n'a pas compris ce que le président de la République voulait finalement faire pour la politique de la ville. Donc la politique de la ville toute seule, elle ne peut pas fonctionner si l'État n'est pas d'abord au rendez-vous sur ses compétences principales. Or, ce rapport nous démontre que dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est très loin d'être le cas. Donc pointer du doigt les élus locaux alors que l'État ne fait pas son propre boulot, écoutez, on l'a en travers de la gorge et je pense que ça sera difficile à faire passer. Le message est passé, choqué, une grande déception également ? Bien sûr, une immense déception. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, pendant 6 mois, Borloo a travaillé. Alors, moi, je ne partageais pas tout ce qu'il y avait dans le rapport. Et je trouve qu'effectivement, le rapport n'insistait pas assez sur les compétences qui sont celles de l'État. Mais pour autant, il y avait des choses excellentes dans ce rapport. Tout a été balayé comme ça, sur une formule qui était celle du mal blanc, qui est la terminologie des indigènes de la République, de ceux qui veulent une République qui soit communautarisée. On met les blancs de côté, puis demain on mettra les noirs de côté, puis après-demain une autre catégorie. C'est inacceptable. Alors je ne sais pas pourquoi ce terme a été utilisé, c'est peut-être une bourde, mais dans la bouche du président de la République, c'est choquant.
Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Fibu Dallier. Merci à vous, Savérien, pour cette nouvelle réaction. Alors que la conférence humanitaire de Paris sur le Yémen se tiendra fin juin, une délégation de parlementaires a pu entrer dans ce pays la semaine dernière. Aucune visite d'officiels français n'avait eu lieu depuis 2014, en cause la guerre civile qui a fait plus de 10 000 morts. Quentin Calmy. C'est dans la plus grande discrétion que la visite des parlementaires a été organisée. Pas d'annonce sur le site du Sénat ni dans les médias. Les seules photos disponibles sont celles publiées sur les réseaux sociaux. Ils étaient 5 sénateurs et 1 député à effectuer ce voyage. Leur but, faire un état des lieux de la situation humanitaire et politique du Yémen dans une courte visite de 24 heures sur place. Des parlementaires invités par l'Arabie Saoudite et qui ont pour certains regretté de ne disposer que d'une version du conflit. Car le territoire est toujours divisé entre forces loyalistes, fidèles au président, lui-même réfugié en Arabie Saoudite. De l'autre côté du Yémen, les rebelles houthis sont soutenus par l'Iran. Ces rebelles font face depuis plusieurs mois à une intensification des bombardements de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Depuis 2014, la guerre a déjà causé plus de 10 000 morts et 55 000 blessés. Au Yémen, des millions de personnes ont été déplacées. Un décompte des victimes du conflit sur lequel se greffent les 2200 malades morts du choléra, sans compter les zones frappées par la famine. Une urgence humanitaire qui se fait dans l'indifférence de la communauté internationale. Et justement, pour en parler, Xavier Iacovelli, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, de retour du Yémen. Et l'invité du Face-à-Face, c'est tout de suite. Bonjour Xavier Iacovelli, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Je le disais à l'instant, vous revenez du Yémen. Cela faisait 4 ans que ce pays en guerre n'avait pas reçu de délégation de parlementaires. Alors dans quelles conditions avez-vous pu entrer dans ce pays ? Alors nous sommes rendus au Yémen à l'invitation du gouvernement légitime, le gouvernement élu, qui est aujourd'hui en exil à Riyad, en Arabie Saoudite. Et donc nous avons fait ce voyage d'abord en arrivant à Riyad et ensuite par un avion militaire. Nous nous sommes rendus dans la ville de Marib, district de Marib, donc à peu près à 25 km de la ligne de front avec les rebelles houthis. On imagine que c'était une visite sous haute protection ? Oui, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été très discret sur l'annonce et que nous avons publié les photos et un certain nombre de textes uniquement à notre retour à Paris pour des questions de sécurité évidentes avec le Quai d'Orsay, bien sûr, puisque nous étions avec notre ambassadeur en France au Yémen. Et donc, qui est lui-même réfugié à Riyad, c'est ça ? Qui est lui-même réfugié à Riyad et qui a du coup profité de ce déplacement parlementaire pour venir sur le terrain et constater aussi avec nous l'étendue des dégâts et qui sont effectivement énormes. Alors vous n'êtes resté que 24 heures sur place. Quel était l'objectif de cette visite ? L'objectif était de voir la situation humanitaire puisque, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, une conférence humanitaire est proposée par le président Macron fin juin. Il a reçu d'ailleurs l'accord du prince héritier Ben Salman de l'accord de la participation de l'Arabie Saoudite et donc de la coalition arabe. Et donc l'idée c'était de faire un constat sur pièce, sur le terrain, de la situation humanitaire qui est catastrophique, de l'absence des ONG, on pourra en reparler, mais l'absence des ONG sur cette partie qui est contrôlée par le gouvernement légitime et par la coalition. Donc voilà, c'était ça en fait, la question humanitaire avant tout. Vous êtes rendu dans des hôpitaux, c'est ça ? Alors dans un hôpital, oui, un hôpital qui traite notamment les patients qui ont été mutilés par les mines antipersonnelles. Une vraie question qui d'ailleurs n'est pas au centre des débats de la coalition et qui pose un vrai problème où la France peut intervenir notamment avec nos structures et les ONG qui travaillent sur le sujet. Nous avons une expertise sur le déminage et donc voilà, donc on a vu aussi toutes les prothèses qui étaient mises en place pour soigner ces patients et pour leur permettre de continuer à vivre dignement. On a bien sûr fait 2 camps de réfugiés où on a pu voir l'étendue des dégâts, puisqu'il n'y a une seule ONG qui intervient, c'est une ONG saoudienne, le King Salman Center.
qui intervient, mais sinon aucune ONG internationale n'intervient. Comment l'expliquez-vous? Parce qu'on parlait de ces 10 000 morts, de cette guerre civile, 2 millions de personnes déplacées, la famille... 2,8 millions dans la région de Marib. Le problème de la région de Marib, c'est que, comme je vous ai dit, on était à 25 km de la ligne de front, donc les ONG ne peuvent pas passer la ligne de front pour des questions de sécurité évidentes, et ne souhaitent pas passer par l'Arabie Saoudite par le nord pour garder cette neutralité indispensable des ONG. Et donc on a une situation de blocage où les ONG du coup interviennent surtout à Sanaa, et donc dans une zone contrôlée par les rebelles Houthis et soutenue par l'Iran. Et puis on a, alors qu'il y a un afflux énorme de réfugiés, puisqu'on est passé de 400 000 habitants à Marib à plus de 3 millions avec l'afflux de toutes parts. Et donc on a un vrai problème d'accès des ONG, et c'est tout l'enjeu, je pense, de cette conférence humanitaire pour créer un sas humanitaire pour les ONG. Oui, on va y venir si vous voulez bien. Il y a aussi un risque de famine généralisée dans ce pays qui est déjà un des plus pauvres justement de cette zone persique. Oui, c'est très pauvre, on a pu le constater, très pauvre. Il y a aussi une situation de drogue importante, puisque le CAT fait des ravages, autant bien sur l'économie du pays, mais aussi sur la santé. On voit bien que le pays est complètement désorganisé par la guerre civile évidente, mais aussi par la consommation de cette drogue au quotidien. Et donc la famille est grandissante. C'est apocalyptique. Ce pays. Enfin, la zone qu'on a visitée, on se rend compte de l'immensité des besoins. Vous parliez des rebelles Houthis qui contrôlent une partie du pays. Il y a aussi un enrôlement des enfants, c'est ce que vous avez pu constater sur place? Tout à fait. On a pu visiter le centre de réhabilitation. Alors, ils appellent ça le centre de réhabilitation des enfants soldats. Donc, des enfants qui sont pour la plupart kidnappés ou enrôlés de force, avec au mieux... Je prends des pincettes en disant ça, au mieux 2 à 3 semaines de formation et ensuite envoyés au front, ou sinon envoyés, suivant l'avancée des combats, directement au front, après avoir été kidnappés, avec comme action de tirer sur tout ce qui bouge. Voilà, c'est ce que les enfants nous ont dit. C'est des enfants qui sont âgés entre 11 et 14 ans et qui, pour certains d'entre eux, ont déjà 2 ans de combat. Dans leur vie. Donc c'est bien sûr des traumatismes énormes. Et donc le centre humanitaire King Salman qui intervient sur cette réhabilitation, sur l'éducation, et puis surtout reprendre contact avec les familles qui sont souvent sans nouvelles de ces enfants, puisqu'ils ont été souvent kidnappés ou enrôlés. On a eu des témoignages d'enfants qui étaient à l'école et toute la classe a été enrôlée de force et kidnappée par les rebelles. Alors, vous parliez de cette conférence humanitaire qui va donc être organisée à Paris fin juin. Que peut-on en attendre? Quel doit être le rôle de la France, justement, pour faire en sorte que ce conflit ne soit plus oublié? Alors, déjà, ce n'est pas une conférence pour la paix. C'est une conférence et je pense que c'est indispensable de le préciser, puisque je pense que le président Macron sait pertinemment les limites de l'action diplomatique française. Et donc, en l'occurrence, là, il œuvre sur la question humanitaire et c'est tout à son honneur. Donc, l'enjeu de cette conférence, c'est de créer ce sas humanitaire pour permettre aux ONG d'intervenir sur l'ensemble des zones de conflit du Yémen, et notamment les zones où on a un afflux massif de réfugiés qui fuient justement les zones des rebelles. Il y a aussi la question de la livraison des armes à Riyad. On sait que certaines ONG font pression sur la France pour arrêter. Tout à fait. Ça, c'est pas un sujet sur lequel, je vous dis honnêtement, on n'a pas abordé ce sujet, puisque nous n'avons pas rencontré directement des dirigeants politiques saoudiens. Nous avons rencontré le King Salman Center et nous avons rencontré le QG, on va dire, de la coalition à Riyad. Mais c'est les 2 seules personnalités que nous avons rencontrées. Donc on n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet qui est indispensable, mais qui dépasse aussi nos compétences. Nous, on était vraiment là pour une question humanitaire, pour constater l'étendue des dégâts et l'étendue des besoins en vue de cette conférence. Et donc, c'était vraiment notre mission. Quel va être maintenant votre rôle en tant que parlementaire, ainsi que le reste de la délégation sur cette question du Yémen? Alors,
On a pris l'engagement auprès des autorités yéménites que nous avons rencontrées sur place de déjà prendre contact avec les ONG en France, stationnées en France, pour comprendre, avoir leur version aussi des faits, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas sur ces zones-là. Donc je pense que ça, c'est dans un premier temps, on va voir ces ONG avant la conférence humanitaire. De toute façon, pendant la conférence humanitaire, l'ensemble des ONG seront associés. Nous espérons bien sûr pouvoir assister à cette conférence et continuer au Parlement, auprès du Quai d'Orsay et auprès de la présidence de la République, d'apporter notre soutien à cette conférence humanitaire. Et effectivement, on espère aussi que cette conférence humanitaire aboutira in fine à une conférence pour la paix. Je vous avoue que les paroles de certains responsables yéménites en soutien pro-gouvernemental laissaient peu d'espoir pour l'instant à une solution à court terme du conflit. Oui, ce pays est finalement pris entre d'un côté l'Iran, les soutiens justement à l'Iran et à l'Arabie Saoudite. C'est une guerre civile, qu'on peut l'analyser comme ça, c'est une guerre civile entre un même peuple, mais soutenue par deux grosses puissances qui sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et donc il y a une espèce de conflit aussi entre ces deux pays, les Houthis étant soutenus par l'Iran. Donc effectivement, pour l'instant, il y a un blocage des négociations. Oui. Vous pensez peut-être aussi interpeller le gouvernement à travers une question d'actualité, peut-être? Alors, on attend d'abord de rencontrer les ONG et on essaiera de coordonner effectivement... Les auditions auront lieu au Sénat? C'est ce que vous pouvez nous dire, Xavier Iacovelli? Je le souhaite, personnellement je le souhaite. Je verrai avec le reste de la délégation, mais je souhaite effectivement que les auditions puissent avoir lieu au Sénat. Et après, on n'est pas dans une mise en cause du gouvernement. Moi, je ne souhaite pas, et pourtant vous connaissez mes positions vis-à-vis du gouvernement. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Je souhaite vraiment que le Parlement puisse être en soutien au gouvernement sur cette question humanitaire. Et donc, moi, j'apporterai mon soutien si ça va dans le bon sens et si on va vraiment dans une solution de créer un sas humanitaire pour l'ensemble des réfugiés, parce que c'est avant tout les populations civiles qui sont les principales touchées de ce conflit. Eh bien, merci beaucoup, Xavier Iacovelli, d'être venu sur ce plateau. On va à présent continuer d'analyser la réforme ferroviaire qui est en cours d'examen au Parlement. Le vote est attendu mardi prochain, mais l'examen de ce texte doit se terminer ce soir ou demain matin. Tam Tranui suit pour nous les débats depuis l'hémicycle. Tam, où en est-on ? Eh bien, les sénateurs ont tout à l'heure débattu de la question du secret des affaires, décidément un sujet largement débattu par le Parlement ces derniers jours. Il faut savoir que dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés, l'opérateur historique, c'est-à-dire la SNCF, va devoir transmettre des données relevant du secret industriel et commercial. Tout d'abord à l'autorité organisatrice, c'est-à-dire l'État ou les régions, pour qu'ils puissent faire correctement leurs appels d'offres. Mais elle va devoir aussi fournir ce type d'informations à des candidats, à des opérateurs concurrents qui veulent se lancer sur ce marché. Tout cela pour que la SNCF ne dispose pas d'un avantage concurrentiel qui peut mener à une véritable situation de distorsion de concurrence. Alors d'un côté, vous le comprenez, il y a donc ces informations qui relèvent du secret industriel et commercial, un savoir-faire vieux de 80 ans de monopole essentiel pour la SNCF, des informations très précieuses donc. Et d'autre côté, eh bien, il y a le fait que ces nouveaux entrants doivent accéder à ces marchés dans de bonnes conditions. Le débat, il est complexe. Le curseur, eh bien, il est difficile de savoir où le placer. Le gouvernement, le rapporteur Gérard Cornu l'a bien reconnu. Mais Gérard Cornu a tout à l'heure tenté de rassurer sur le dispositif qui a été adopté en commission. C'est ceinture et bretelles, a-t-il dit, puisqu'il va y avoir un décret pris en Conseil d'État, et cela après un avis de l'ARAFER, c'est-à-dire le gendarme du rail, qui doit établir une liste minimale des informations à transmettre. Pas sûr que ce ceinture et bretelles ait suffi à convaincre les réticents. Merci à vous, Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette émission. Alors que Bercy prépare un vaste programme d'économie, la question des aides sociales, de nouveau au cœur des débats. Le gouvernement veut réorganiser le système, qualifié, je cite, de maquis des minima sociaux. Mais certains redoutent déjà la disparition de certaines de ces aides. Sandra Sercara. Baisser ou non les aides sociales ? Sur cette question, le gouvernement a bien du mal à parler d'une seule voix. Et les couacs s'enchaînent. Tout commence le 20 mai dernier avec une déclaration de Bruno Le Maire. Donc expliquer qu'on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales, ce ne serait pas cohérent et ce ne serait pas juste ni lucide vis-à-vis des Français.
3 jours plus tard, Gérald Darmanin contredit les propos de son collègue de Bercy. Il y a évidemment des économies à faire dans le domaine social, mais je pense qu'il ne faut pas toucher aux prestations sociales individuelles. Mais hier, le même Gérald Darmanin change soudainement d'avis. Il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France ? Il y en a beaucoup, alors je sais Il y le en a nombre combien ? exact, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop, qu'elles font parfois des trappes à inactivité. Difficile d'y voir clair. Le gouvernement Philippe n'avait jamais connu une telle cacophonie. Le séminaire de travail à l'Élysée hier a été l'occasion d'un recadrage. À la sortie, Édouard Philippe a tenté de temporiser. La question n'est pas du tout de savoir s'il y a trop ou pas assez d'aide sociale. La question, c'est de savoir si notre modèle fonctionne, s'il est efficace. Ce caractère très insatisfaisant des résultats ne peut plus durer. Et c'est cela qu'avec Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud, nous voulons changer. Emmanuel Macron aimerait justement que les ministres de la Santé et du Travail soient plus audibles pour ne pas donner l'impression que tout est traité sous l'angle des coupes budgétaires. Une façon aussi de mettre au second plan et de réduire enfin au silence les ministres de Bercy. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Rossignol, bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice socialiste de l'Oise. J'accueille également Martin Lévrier, bonjour, merci d'être avec nous, sénateur La République En Marche des Yvelines. Jérôme Bascher est également sur ce plateau, bonjour, vous êtes sénateur LR de l'Oise. Et pour nous éclairer sur le gouvernement et sa cote de popularité en ce moment, j'accueille Emmanuel Rivière, vous êtes politologue, directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public. Première question pour vous, Martin Lévrier, est-ce qu'il y a trop d'aide sociale en France ? Trop ? Je pense que oui, en nombre. En volume, c'est une autre histoire, c'est un vrai sujet, mais le trop, ce qui pose problème selon moi dans ce qu'on appelle souvent le maquis des aides sociales, c'est que même les gens dans la grande précarité ne s'y retrouvent pas, et en particulier les jeunes, je pense en particulier à eux. Donc oui, trop, peut-être mal ciblé aujourd'hui, à repenser en volume, c'est un autre sujet. Oui. Laurence Rossignol, quel regard portez-vous sur cette polémique naissante ? Est-ce que vous pensez que c'est le dossier miné pour le gouvernement ? Pardon. Je me demande ce que le gouvernement nous prépare avec ces petites phrases qui sont distillées, qui créent un climat, qui visent quand même à installer l'idée qu'il y a trop d'aides sociales. Alors comme vient de le dire notre collègue Martin Lévrier, on ne sait pas si c'est trop de bénéficiaires, trop d'aides sociales, trop de volume, trop de montants. Tout ça n'est pas très clair. Ceci dit, je ne vais pas dire que je comprends le gouvernement, mais je sais qu'après les 4 milliards qui ont été attribués précédemment aux exonérations fiscales pour les catégories de population très 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 riches, il faut bien à un moment donné aller chercher de l'argent pour compenser. Et effectivement, comme il y a plus de gens en difficulté que de gens riches... pour donner aux riches, c'est ce que vous dites. C'est pas la hauteur du débat, madame. Alors, si quand même un peu, parce que tout ça ne sont que des affaires de balance. Et à un moment donné, il faut que les plateaux de la balance soient peut-être équilibré, et quand on décide de se priver de recettes fiscales, comme l'a fait le gouvernement avec la réforme de l'impôt sur la fortune, avec la flat tax, eh bien effectivement on se retrouve à devoir ensuite en tirer les conséquences sur les dépenses publiques et sociales. Ceci dit, moi j'entends parler de ça depuis des années. Il y a trop d'aides sociales, c'est un leitmotiv de tous ceux qui sont contre l'intervention de l'État, contre les systèmes de protection sociale et qui pensent qu'à force de libéraliser tout, on finit par avoir des retombées. Je suis très inquiète, bien entendu, avec ce que le gouvernement annonce là, parce que cette histoire des maquis des aides sociales, on dit toujours ça. Puis quand on les regarde de près, on s'aperçoit que les aides sociales, elles sont ciblées aussi. Et que c'est justement pour ne pas avoir des aides sociales qui arrosent, entre guillemets, tout de manière indifférenciée, qu'on les a ciblées pour les familles monoparentales, pour les familles nombreuses. Jérôme Bascher, vous êtes pour vous une refonte des aides sociales ? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est de quoi on parle quand on parle des aides sociales. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement et vous avez... gouv.fr et vous trouvez que vous tapez aide sociale et vous trouvez un guide des aides sociales. Ce qu'on dit qu'on ne sait pas, il faut savoir déjà que l'information existe très simplement dans le monde moderne. Vous tapez sur votre smartphone et vous les avez immédiatement. En France, quand on veut réduire la dépense publique, quelle est la différence avec le reste de l'Europe ? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Si on considère que la protection sociale chez nous est liée à la sécurité sociale et à un système public, la différence de dépenses publiques, elle provient principalement du logement. On le sait très bien quand on fait les études très sérieusement. Donc, quand on cherche des économies, ça serait peut-être sur le logement. Mais ce que je veux dire tout d'abord, c'est que nous dire qu'il y a trop de minima sociaux, je n'avais pas vu que c'était exactement dans le programme d'Emmanuel Macron. Ça,
comme la baisse des aides de location au logement. C'était pas totalement dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc le problème, c'est de faire des nouvelles annonces qui n'étaient pas dans le programme et qui font porter aujourd'hui une menace sur le pouvoir d'achat. Et on sait bien que ceux qui sont dans les aides sociales ne thésaurisent pas cet argent. Simplement, il y a aussi, et je pense que le sondeur politologue pourra nous le dire, les Français en ont aussi marre de l'assistanat. Et donc, comme dans l'Oise, il faut faire une nouvelle politique de droits et devoirs pour qu'on soit bien sûr qu'il n'y ait plus d'assistanat. Alors, Emmanuel Rivière, c'est vrai que ça a été rappelé, il y a eu l'été meurtrier pour le gouvernement avec cette baisse de 5 € des APL. Là, c'est un nouveau dossier miné. Il y a un véritable problème de communication autour de ces aides sociales. On a vu bien la cacophonie et les couacs gouvernementaux à répétition entre les différents ministres sur ce sujet. Il y a de toute évidence un gros enjeu dans la posture, l'image et l'action de ce gouvernement et la manière dont ce quinquennat sera lu de la part des différentes catégories de Français, avec effectivement un enjeu qui est celui que vous avez évoqué, l'un comme l'autre, d'ailleurs deux enjeux. Un enjeu de lisibilité. Je pense que les Français, une enquête récente que nous avons faite dans 4 pays, dont la France, montre qu'ils ont une grande sensibilité au sentiment qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans le pays, avec l'Allemagne d'ailleurs, qui partage ce sentiment, au sentiment qu'il y a trop d'écart de revenus entre les riches et les pauvres. Mais ce qui pose un problème, me semble-t-il, davantage encore que tout cela, c'est le bien fondé de nos aides sociales. C'est qu'à un moment, il faut que la collectivité fasse plus ou moins consensus sur un modèle redistributif. Or, trop de complexité empêche la lisibilité. Et il y a des mesures dont on a vu dès le départ d'ailleurs qu'elles ne touchaient pas leur cible. La prime d'activité, qui s'appelait d'ailleurs prime pour l'emploi, ce qui était encore plus confusant, ça n'a jamais créé l'effet de levier. Ça ne veut pas dire que les gens qui la touchent ne méritent pas d'être aidés, mais l'effet de levier d'activité n'a pas eu lieu. Sur l'assistanat, c'est un fait que la France a cette caractéristique, 50% des Français dans l'enquête nous le disent, de considérer qu'il y a un phénomène de clivage, de tension possible entre ceux qui contribuent et ceux qui bénéficient. Simplement, c'est une tendance qui a plutôt en ce moment un recul et qui est de moins en moins évoqué alors que c'était majeur. C'est curieux de voir comment, à des majorités précises, on assigne implicitement des intentions et cette préoccupation sur l'assistanat est moins vive que celle que l'on constatait sur ce même sujet sous le quinquennat de François Hollande. Martin Lévrier, c'est vrai que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis un 13e mois pour les smicards, justement allant à l'encontre de Gérald Darmanin qui remet en cause la prime d'activité. Le ministre des Comptes publics qui a parlé de prime d'inactivité. Alors, quelques mots. Sur la prime d'activité, je vais vous donner un exemple simple, qui est un exemple concret que j'ai vécu il y a quelques mois dans mon ancienne vie. Une salariée que je veux promouvoir, je lui propose une augmentation de salaire et un nouveau poste plus intéressant, très contente, et elle revient me voir quelques jours après en me disant je ne peux pas l'accepter parce que j'ai 130 € de prime d'activité. Si je change de poste, je gagne moins. Donc on est dans une logique, et il est normal. Vous l'augmentiez de moins de 130 € par mois. Par mois, oui. Oui, mais il y a d'autres avantages, 10 semaines de congés payés, etc. Vous voyez, l'entreprise, c'est pas aussi simple que ça. Et 130 € par mois, ça n'est pas rien. Enfin, si pour vous, 130 €, c'est rien. Non, mais... je l'augmentais de près de 100 € net. Donc, on arrive à une situation où la personne a refusé, alors qu'elle aurait eu une formation, qu'elle pouvait progresser dans l'entreprise, et une entreprise qui est coincée, parce qu'elle veut promouvoir ses salariés, elle est coincée par une aide. Et l'aide, c'est très important aussi. Mais c'est ça le problème des aides sociales aujourd'hui en France, c'est qu'elles ont répondu à un moment précis, à des besoins précis, et c'est très bien, sauf qu'on est rentré dans le millefeuille. Donc remettre en travail ce sujet me paraît indispensable. Ce qui me gêne plus, et là je pense qu'on va être tous d'accord, c'est que les premiers mots viennent de Bercy. Et je suis le premier à le dire. Pour moi, ça n'est pas normal. Quand dans le même temps, c'est une erreur cette approche budgétaire. Pour moi, c'est une erreur. Il faut arrêter d'avoir des approches budgétaires. Il faut bien poser le problème pour trouver la bonne solution. À une question bien posée, il y a une solution par 25. Et c'est pas à Bercy de tomber dans le propos. Ça devait être plus, effectivement, soit Pénicaud, mais surtout Buzyn, qui l'a fait indirectement. Quand on voit tout le travail qu'elle a fait sur la précarité, je vois Mme Rossignol qui est tout à fait au courant, je pense, tous les projets qu'on va mettre en œuvre, tout ce qu'on fait sur les EHPAD aujourd'hui, 360 millions en 3 ans qui sortent là, oubliés aussi sec, parce qu'une petite phrase mal interprétée, où on parle de rien. Oui, mais vous, Martin Lévrier, vous savez bien que Bercy cherche aussi à faire un vaste plan d'économie. Mais derrière, il y a Emmanuel Macron qui était très clair, c'est la revalorisation du travail. Et on sait que les aides sociales pèsent beaucoup, justement, dans la dette aujourd'hui. Donc il va falloir... Oui, mais ce qui compte, c'est les bons moyens pour sortir les gens de la précarité et leur redonner du travail. 2 remarques. Moi, j'ai été ministre dans le pôle affaires sociales, donc je connais l'appétit de Bercy à baisser, à prendre l'argent là où ils pensent que c'est facile de le prendre.
et où là, c'est supposé ne pas avoir d'impact économique, d'impact sur la croissance. C'est-à-dire qu'ailleurs, on dit toujours quel impact sur la croissance, tandis que baisser les prestations ou les aides sociales, c'est supposé ne pas avoir d'impact. Donc, la capacité des ministres des Affaires sociales à résister à Bercy, c'est un test dans chaque gouvernement. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est sur la prime d'activité, parce que c'est intéressant qu'on s'y arrête un instant. Quand la prime pour l'emploi et la prime d'activité ont été faites, c'était pour éviter que les gens aient plus de revenus en ne travaillant pas qu'en travaillant avec des faibles revenus du travail. Et donc, on a réajusté ça avec cette prime. Aujourd'hui, on vient m'expliquer que cette fameuse prime d'activité que tout le monde trouvait justement dans un but incitatif à l'emploi et justement, c'est ce entre guillemets, anti-assistanat. Aujourd'hui, on nous dit, ah ben non, je connais un cas qui... Elle a des effets pervers, c'est tout. Tout a des effets pervers. Je connais aucune prestation qui n'a pas d'effet pervers d'un certain point de vue. Aucune. Donc, si on cherche... Juste vous dire une chose, c'est que pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, quand on parle des aides sociales, on parle de quoi? L'allocation de personnalisée à l'autonomie. C'est-à-dire, c'est justement un des éléments importants de la politique d'accompagnement du vieillissement. C'est-à-dire, c'est pour accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie. On parle des prestations familiales, on parle du RSA, on parle de quoi encore? Prestations familiales, RSA, et prestations et le logement. Où est l'allocation adulte handicapé? C'est celle-là que je cherchais aussi. Où là, et la hache. Faut m'expliquer lesquelles sont à revoir totalement. Parce qu'on les corrige tout le temps. Je vous dis une chose, tout le temps on corrige les montants, les conditions de versement, la combinaison entre les prestations entre elles pour essayer d'aller au plus simple et au guichet Jérôme unique. Bascher, vous parliez de droits et de devoirs justement dans ces prestations. C'est peut-être là qui... Alors moi, il y a une chose effectivement qui me semble assez insoluble. J'ai écrit la loi sur le RSA lorsque j'étais au cabinet du ministre du Budget et dans lequel on avait à droite le souci et la faiblesse de penser qu'il ne fallait pas diminuer l'argent qu'on donne aux Français. Peut-être une vision de gaulliste sociale, mais c'est assez important. Et lorsqu'on a tenté de fusionner ces prestations, on a toujours trouvé effectivement des bonnes raisons de ne pas le faire. Je vois l'allocation parent isolé a été fondue dans le RSA avec le RMI à l'époque, et on voulait par exemple y mettre... C'était Martin Hirsch, dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit totalement d'extrême droite, extrêmement libéral, qui voulait y mettre par exemple la prime de Noël, qui est versée aux chômeurs. Ça aurait fait donc des sommes plus rondelettes pour les titulaires du RSA. On voit bien que c'est extrêmement compliqué tout ça, et donc non, les gens y tiennent de trop. Mais j'ai une proposition à faire qui devrait plaire éventuellement au gouvernement, parce que à l'époque, le ministre de l'économie, lorsqu'il était candidat à des élections primaires pour la droite, avait fait cette proposition. Car on parle des allocations données sonnantes et trébuchantes. Mais dans nos collectivités locales, nous savons parfaitement qu'il y a aussi souvent la gratuité pour l'école, pour la cantine scolaire, la gratuité pour le centre aéré et un certain nombre d'aides. Il y a une proposition à faire pour remettre un peu tout cela en justice et assez clairement. C'est de fiscaliser tout ça. Quand je dis fiscaliser, c'est-à-dire que tout ça rentre dans le revenu. Histoire que pour une même personne qui touche le même revenu, on compte bien les avantages en nature, comme on le compte pour d'autres métiers. Eh bien, les avantages en nature doivent être remis en place. Et à ce moment-là, on verra quel est le bon niveau de vie, il faudra le dire, quel est le standard de vie que l'on accorde à ceux qui en ont le plus besoin, mais de manière égalitaire. Tant que cela ne sera pas fait, les conditions et les réformes qui seront des réformes, j'allais dire, au rabot et donc aveugles. Emmanuel Rivière, on voit bien que l'enjeu aussi pour le gouvernement, c'est de faire comprendre que faire du social, c'est aussi créer de l'emploi. Et il y a une sorte de paradoxe. Ouais. C'est effectivement un peu pour ça que Emmanuel Macron a été élu, c'est pour ça que cette majorité a été confortée. C'est dans l'idée qu'il y avait un certain nombre d'ajustements à faire dans ce pays, puisqu'il y avait un constat qui était assez partagé, c'est que le pays n'allait pas et qu'il fallait corriger un certain nombre de travers. Et donc c'est la proposition d'Emmanuel Macron, le sens de son action d'ailleurs s'interprète aussi beaucoup dans les messages qu'il envoie à ceux qui entreprennent, qui investissent, qui créent de l'emploi en France. Le problème c'est que on a très bien vu, vous le rappeliez, comment cet été une simple articulation entre la réforme de l'impôt sur la fortune et la baisse des APL a collé à Emmanuel Macron une étiquette dont, à mon avis, il aura beaucoup de mal à se défaire d'ici la fin du quinquennat. Maintenant, il y a un pas à franchir entre président des riches et président contre les pauvres qui serait dangereux de franchir. Et c'est
tous l'enjeu de ce qui est en train d'être discuté là, et c'est effectivement fâcheux que ce débat soit mis sous la table sous forme de sorties plus ou moins contrôlées qui ne donnent pas le sentiment de cohésion et de lisibilité dans l'action. Martin Lévrier, c'est vrai qu'il y a eu ce séminaire gouvernemental hier, on en parlait, sur les orientations à donner pour la suite du quinquennat. Beaucoup souhaitent un virage beaucoup plus social quand on voit justement qu'il y a 100 milliards à trouver pour réduire la dépense publique. Ça va forcément se faire au détriment de ces aides sociales? Non mais rien de nouveau, et je reprends ce que vous alliez dire, mais presque à l'inverse. Pourquoi cette image de riche alors que dans le même temps, il y a eu énormément de mesures dans l'autre sens pour revaloriser le travail? Je reprends au même moment l'exemple de la CSG et des baisses des cotisations sociales couplées à la taxe d'habitation, qui sont des baisses, une augmentation du revenu du travail et des baisses d'impôts, puisque la taxe d'habitation, c'est une baisse d'impôts. Malgré ça, on veut garder absolument, quoi qu'il arrive, cette image de président des riches parce que ça fait le buzz. Et bon, très bien, pas grave. Le gouvernement est là pour 5 ans. Il y a un vrai travail à faire en profondeur. Il y aura des effets d'annonce qui seront bonnes, des effets d'annonce qui seront mauvaises, mais nous, on va continuer sur le même chemin. Et le même chemin, c'est vraiment le travail, c'est aider les plus jeunes qui sont en grande précarité, ce million de jeunes à la rue. Et c'est pour ça, enfin en grande difficulté, pas à la rue. C'est pour ça qu'on travaille et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de changement dans les 5 ans, mais ne vous arrêtez pas sur des petits buzz. Regardez l'ensemble de la complexité et encore moins sur les petites phrases qui prêtent des débats sur lesquels il n'y a pas de débat pour l'instant puisqu'on ne connaît pas les analyses budgétaires. Un buzz à 4 milliards d'euros, c'est pas un buzz. Non, c'est pas 4 milliards d'euros. Oui, écoutez, c'est les chiffres que donnent tous les spécialistes qui savent additionner l'ensemble des exonérations fiscales qui ont été accordées pour les 5% des revenus les plus élevés de ce pays. C'est pas un buzz, c'est un chiffre. 1 milliard d'euros de taxe d'habitation. Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a des contradictions. Moi, je n'accuse pas le gouvernement de vouloir s'en prendre forcément aux plus défavorisés, mais je l'observe quand même des contradictions. D'un côté, on a un discours avec un grand plan pauvreté pour les jeunes. Ok, mais le grand plan pauvreté pour les jeunes, comment il est compatible avec un ciblage posé comme il est là sur il y a trop d'aides sociales? Parce que ces aides sociales, à l'instant, Jérôme Bascher le disait, quand on a fusionné, qu'on a fait le RSA et qu'on a mis dedans l'allocation de parents isolés. Moi, j'ai créé il y a 4 ans une aide pour les mères de famille monoparentales qui ne touchent pas, qui ne perçoivent pas les pensions alimentaires que leur ex-conjoint devrait leur verser. Donc il a bien fallu à un moment donné confronter à la pauvreté des familles monoparentales, par exemple, que l'on prenne des initiatives nouvelles. Les personnes âgées, personne ne conteste qu'il y a aujourd'hui des immenses difficultés dans les familles pour assumer le coût du vieillissement. Deuxième gros bloc quand même des dépenses sociales. Donc il y a un discours qui est de l'idéologie, qui consiste à dire qu'il y a trop d'aides sociales, parce qu'on pense qu'on va conforter l'anti-assistanat des Français. Les Français, ils sont... Et je suis contente de ce que vous avez dit tout à l'heure, ils évoluent là-dessus, parce que d'abord ils se rendent compte que ceux qui sont dans le bas sont de plus en plus nombreux, et donc ils les connaissent, et ils sont proches d'eux. Et puis, ils voient bien quand même qu'à un moment donné, il y a des injustices qui ne sont pas acceptables. Et donc, comment on fait pour avoir une politique cohérente entre les annonces qu'on fait, qui sont certes généreuses et que vous avez évoquées, et la réalité des chiffres, qui, elle, est cruelle pour les familles les plus modestes? Peut-être Emmanuel Rivière, est-ce que les Français sont prêts aussi à entendre qu'on va peut-être aujourd'hui plus investir vers l'accompagnement, vers le travail, plutôt qu'un système d'assistanat, entre guillemets? Mais il y a des Français qui sont prêts à l'entendre. Mais le problème, c'est que ça crée une tension entre les différentes catégories de Français. Nos derniers baromètres pour le Figaro Magazine, qui montrent une légère érosion de la confiance dans Emmanuel Macron, qui passe de 41 à 38, montrent surtout un écart de 35 points entre la confiance qui lui est, et qui progresse d'ailleurs, qui est accordée par les plus favorisés, et qui sont 61%, et ceux qui ont les revenus les plus faibles, où là, on est à 26%. Et c'est cette tension-là, en fait, qui est problématique. Donc, il y a probablement quelque chose qui va se construire sur l'ensemble du quinquennat. Puis la démocratie est faite pour ça. Les rendez-vous, c'est a priori tous les 5 ans. Mais on n'attendra pas 5 ans, je pense, pour que, si ça marche, c'est-à-dire si effectivement un regain incontestable d'optimisme qui s'est produit dans le pays produit de l'activité, produit la croissance, produit la création d'emplois, pour que ces gens qui, pour l'instant, se sentent pas pris en considération, se disent « et nous ?» Quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que cette redistribution se fait? Dans un contexte qui, lui, ne date pas de 2017, où les Français ressentent, les 3/4 des Français pensent qu'on vit dans un pays inégalitaire. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est exact, en tout cas, c'est leur sentiment. Et donc,
plus on parlera plus on mesurera des succès s'ils viennent, ce que tout le monde peut souhaiter en termes économiques, plus il y aura une demande de redistribution. Alors Martin Lévrier, ensuite peut-être Jérôme Bascher. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement pour reprendre vos propos des 4 milliards qui sont indirectement un pari sur une forme d'investissement. Effectivement, ça a coûté 4 milliards, mais pour un retour espéré beaucoup plus fort. C'est un risque. En revanche, les annonces qui sont faites déjà, les 360 millions pour les EHPAD, les annonces en juillet qui vont être pour la précarité, elles existent, elles sont prévues et elles vont être budgétées. Donc vous ne pouvez pas dire, on n'a rien fait. D'abord, on a baissé le déficit de façon considérable par rapport au grâce à la croissance extérieure, oui. Pas que ça, la Cour des comptes vient de le dire, elle l'a dit hier devant la Commission des Finances. Oui, mais il n'y aurait pas eu les 5 milliards à récupérer, enfin les 10 milliards divisés en 2 fois, ça aurait été autre chose. Donc si vous voulez, non, c'est pas que, et ça continue comme ça. Et vous savez les engagements de l'État sur l'augmentation de ses dépenses en tant que telles de 0,5% seulement. Donc il y a vraiment des efforts qui sont en cours, des budgets qui vont s'équilibrer. Et moi je suis convaincu qu'on est capable de mener la politique prévue en orientant une politique sociale vers les plus précaires. Vous savez, on peut faire de dire comme ça, ex cathedra, il faut baisser la dépense publique. Mais c'est ce que vient de dire Bercy, en fait. Pourquoi ça vient de Bercy? Parce que dans Action 2022, pour réduire soi-disant la dépense publique et revenir à un déficit hypothétique autour de zéro, je ne sais pas, il faut que les ministères proposent. Or, on sait très bien, et je le tiens de bonne source, que les ministères sociaux n'ont absolument rien proposé. Or, c'est plus de la moitié des dépenses publiques. Merci Laurence. Je dis juste que taper là-dessus, et je l'avais dit sur ce plateau il y a 2 mois, c'est menacer la consommation et menacer la croissance. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé avec la CSG au premier trimestre, et on vient de l'avoir dans les chiffres de la croissance du premier trimestre, qui est seulement de 0,2. Et on est là avec ce trimestre-ci, peut-être aussi à cause de la grève des trains, il faut le dire, peut-être aussi à cause de la grève des trains, mais pas que, on est encore là en train d'inquiéter la consommation et on peut casser la croissance. Donc si on veut aller dans le mur, je pense qu'il faut continuer à klaxonner. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Jérôme Bascher, merci à vous Laurence Rossignol, merci Martin Lévrier, merci Emmanuel Rivière. On parlait de cette grève SNCF, eh bien peut-être qu'il y aura un terme avec le vote du Sénat. Il est attendu mardi, l'examen se termine ce soir. On va retrouver Tam Tranui toujours en direct de l'hémicycle. Tam, où en est-on dans ce débat? Et les sénateurs sont en train de débattre de l'un des points essentiels de la réforme, le volet social, avec notamment la question du transfert des salariés aux opérateurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et le fameux sac à dos social qui doit permettre aux cheminots d'avoir les mêmes droits lorsque la SNCF perd un appel d'offres au profit d'un autre opérateur et que donc ces cheminots doivent changer d'employeur. À noter le fait que les textes étaient largement modifiés au Sénat par des amendements qui ont été directement inspirés par les syndicats réformistes, avec notamment le fait que des cheminots qui reviennent à la SNCF au bout de 3 à 6 ans retrouvent leur statut de cheminot. Les syndicats veulent aller encore beaucoup plus loin. Gérard Cornu a bien insisté sur le fait que le Sénat voulait jouer un rôle de marqueur social, même si de nombreuses inquiétudes demeurent, qui ont été illustrées par tout ce qu'ont pu dire les communistes tout à l'heure, en disant que notamment un refus de transfert pouvait mener à une fin de contrat. Il s'inquiète aussi qu'il puisse y avoir 2 statuts au sein des opérateurs privés et que le coût de formation soit finalement assuré par la SNCF pour ces opérateurs privés. À noter qu'il y a de nombreux amendements, 25 au total, et que Gérard Cornu a notamment rendu hommage à Gérard Larcher qui est beaucoup intervenu sur ce volet, lui qui a largement travaillé sur la question du droit du travail et qui a reçu beaucoup de syndicats ces derniers jours. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Avant de se quitter, on retourne à la salle des conférences pour écouter Frédéric Marchand. C'est le chef de file La République En Marche sur ce texte. Il est à vos côtés, Saveria Rojek. Absolument. Bonjour Frédéric Marchand. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Dernière ligne droite, bien sûr, on vient de le voir pour cette réforme ferroviaire. Comment avez-vous jugé justement la teneur des débats jusqu'à présent? On a beaucoup parlé de la co-construction entre le gouvernement et les sénateurs sur ce texte. Ces débats font la démonstration qu'il y a décidément dans ce pays 2 conceptions très différentes de la politique. Il y a celles et ceux qui sont pour la transformation du service public ferroviaire, qui soit de droite ou de gauche, et puis après il y a celles et ceux qui sont pour que rien ne change, pour que finalement rien ne change. Et donc on le voit bien avec ces débats, avec des tentatives d'obstruction permanente de la part de certains qui n'ont d'autre objet que de ralentir les débats et de nous répéter à l'envi des slogans qui pour moi datent d'un autre âge. C'est un texte
amélioré. C'est un texte, une version, j'allais dire supérieure, différente de la version Assemblée nationale qui sortira ce soir ou demain matin peut-être du Sénat. C'est une version différente et c'est ce que je disais dans le cadre de l'ouverture du débat. C'est une version différente qui permet de démontrer toute l'utilité du bicamérisme dans notre pays. L'Assemblée nationale a fait son travail et le Sénat a amendé, a abondé et apporté un petit peu sa petite musique au texte qui sera proposé au vote mardi. Très rapidement, un des points importants discutés cet après-midi, ce sont les conditions de transfert des salariés. Quelles sont les modifications qui ont été prévues justement là-dessus ? Les modifications substantielles, elles font suite à des discussions que nous avons eues avec les organisations syndicales qui ont bien voulu discuter, la CFDT, l'UNSA, et qui vont permettre de faire en sorte que le sac à dos social, il soit conforté et que, notamment en matière de parcours professionnel, en matière de sécurisation, les choses soient renforcées. Donc vraiment, il y a eu un énorme travail qui a été fait. Alors sans doute pas à la hauteur des espérances des organisations syndicales, mais en tout cas, j'ai le sentiment, pour avoir discuté avec les uns et les autres, qu'on avance. Très bien, merci beaucoup. Merci Frédéric Marchand d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Et le vote solennel sur ce texte, je vous le rappelle, est prévu mardi prochain. Fin de cette édition de Sénat 360. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Nous refusons ce qui se passe aujourd'hui. Nous refusons toute baisse de grille de salaire. Ne jouons pas la politique du pire. Reprenons tout de suite le chemin de la discussion. Avec plus de recul, on se dit, ça a été la brèche, ça a été l'ouverture pour aller vers la privatisation. Le fait d'être un groupe, ça pouvait être plutôt quelque chose de positif. Le 15 septembre 2008, on est rentré dans la crise. Je crois que Jean-Cyril Spinetta et son équipe n'ont pas cru dans les low cost, n'ont pas vu le danger. On se bat pour l'emploi français qui ne doit pas partir au Portugal ou ailleurs en Europe. Air France, splendeur et turbulence, samedi à 23h30 sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. François Hollande, ancien président de la République, est l'invité de Questions d'info cette semaine. Questions d'info, présentée par Frédéric Aziza, en partenariat avec l'AFP et Le Point, ce soir à 20h30. Retrouvez-nous dans Les Visiteurs du Soir avec un député socialiste, Boris Vallaud. Je sens, peut-être confusément, que dans la société aujourd'hui revient ce désir de prendre la parole. Et un cinéaste, Abderrahmane Sissako, auteur entre autres du film Timbuktu. Dans mon cinéma, j'essaie aussi, en disant j'ai un rôle à jouer, de magnifier celle ou ceux dont on ne parle pas souvent. Il y sera question de culture, d'ouverture et de partage. Les Visiteurs du Soir, présentés par Nathalie Kuman, demain à 19h30.